Ok, donc bonjour à tous. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de WebPerf et d'hydratation. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Moi c'est Valentin Coleman. Je travaille donc au sein de Pixis. Donc c'est l'entité tech de Cdiscount. Et je travaille donc au sein de l'équipe responsable de l'application et du site mobile. Et je bosse beaucoup sur des problématiques de performance web. Donc on va commencer par prendre une page donc générée côté serveur. Donc du point de vue client, donc on retrouve notre réseau et notre main thread. On va commencer par le FCP, donc le premier contenu affiché à l'écran. Donc ensuite on va avoir nos requêtes réseau. Donc là par exemple on a l'image produit. Qui arrive, donc c'est notre largesse contentful paint. Largesse contentful paint, donc c'est une métrique qui est suivie par Google avec les Core Web Vitals. Ok, donc en parallèle ici on va avoir notre bundle JS qui arrive. Et là ensuite on a notre fameuse phase d'hydratation. Donc c'est cette phase qui va permettre à la page de devenir interactive. Et enfin on va avoir notre TTI, donc là c'est le moment où la page est complètement interactive et peut répondre aux interactions utilisateurs de façon fiable. Ok, donc maintenant je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre cette étape, donc le TTI, et juste avant je vais revenir, voilà, le LCP. Donc c'est pas facile à voir, donc je vais vous les mettre côte à côte. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Alors la différence, c'est que visuellement il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. La seule différence, c'est possiblement plusieurs secondes entre les deux. Donc ça fait beaucoup. Donc je pense qu'on a toujours, on a tous eu le cas. Voilà, par exemple, vous êtes dans un endroit qui capte pas beaucoup. Vous galérez à afficher une page web sur votre téléphone. Vous êtes à l'étage. Vous êtes à côté d'une fenêtre, sur une chaise, le bras tendu. Vous attendez. Et là, bam, vous avez l'interface qui arrive. Vous vous dites, ok, cool, c'est génial. Vous essayez de cliquer sur un bouton. Et là, c'est la déception. Vous avez appuyé, rien ne se passe. Forcément. Vous avez oublié qu'il y a 3 mégaoctets de JavaScript qui se téléchargent en arrière-plan. Et après, il y a l'exécution. Et là, vous allez pouvoir appuyer sur votre bouton. Et donc ça a un nom. Ça s'appelle l'Uncanny Valley. Donc, qui dans la salle a déjà entendu ce terme? Ok. Plus de monde que ce que je pensais. Intéressant. Et donc, c'est cette phase-là qu'on va essayer d'optimiser. Parce que c'est une phase vraiment frustrante pour l'utilisateur. Donc on va faire un petit zoom sur sur la partie qui nous intéresse. Donc à partir du LCP, on va aborder une deuxième problématique qui est que même si l'utilisateur pouvait interagir avec la page, donc sans conseil d'hydratation, donc il n'y a pas d'event lister, donc c'est a priori pas possible, même s'il pouvait, de toute façon, en fait le main thread, il s'occupe de beaucoup de choses et le problème c'est qu'il est tout seul en fait. Donc une fois que l'hydratation est commencée, il ne peut pas gérer d'interaction utilisateur. Donc vous allez devoir attendre que cette phase d'hydratation se termine pour pouvoir gérer l'action utilisateur. Donc c'est ce qu'on va appeler le max feed. Donc le FID, c'est une métrique suivie par Google. Et donc ça mesure la réactivité de la première interaction sur la page. Et donc là on peut voir que c'est équivalent en gros à la durée de la plus grosse tâche de notre main thread, qui est l'hydratation actuellement. Et je vais vous parler de la petite dernière. Donc là, c'est une métrique expérimentale qui va peut-être remplacer le feed sur les Core Web Vitals. Donc l'interaction to next paint. Donc là, c'est comme on va prendre en fait le FID, mais sauf que là, on va venir rajouter le temps de traitement d'interaction. En fait, ça va être le temps entre la première interaction et le feedback en fait sur l'écran. Donc l'affichage. Donc par exemple, sur le bouton d'ajout panier, ça va être le temps entre le clic et l'affichage du loader. Et ça, c'est une métrique qui va être sur toute la durée de vie de la page. Ok, donc là, pour faire ça, en fait, pardon, je reviens, pour essayer d'optimiser cette étape, le but, ça va être de vraiment venir casser cette phase d'hydratation et d'essayer de la diviser en fait en plusieurs tâches les plus petites possibles.
et d'orchestrer nos composants en fait, pour que les composants qui sont dans le viewport soient hydratés et la priorité en fait. Et donc pour faire ça, on va pouvoir se baser sur certaines métriques. Donc pour les éléments dans le viewport, on va prendre par exemple le taux de clic sur notre page. Donc là par exemple on peut voir que le carrousel produit, donc les utilisateurs interagissent beaucoup avec. Et ensuite donc sur les éléments hors viewport, on va pouvoir regarder le pourcentage d'apparition dans le viewport. Donc là on est vers le milieu de la page, donc on peut voir que ça descend très fortement. Et ensuite donc on va arriver sur le footer. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc évidemment c'est pas les seules métriques à prendre en compte. Donc là on ne voit pas, mais si par exemple vous avez 30% de taux de clic sur votre ajout panier, ça ne veut pas dire qu'il va falloir déprioriser évidemment, parce que bon, ça a quand même une certaine importance au niveau business. Ok, donc je vais vous parler du premier pattern, donc, qui est l'amélioration progressive. Donc en fait, le concept là, c'est de rendre le DOM, en fait, de laisser pardon, j'ai la bouche super sèche, j'ai oublié, je vais prendre une bouteille d'eau. Ok, ça va mieux. Là, c'est de venir en fait assurer un service minimum sans JavaScript. Et en fait, c'est la phase d'hydratation qui va venir apporter finalement des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, pour notre carousel produit, mais en fait, c'est super simple. On a une propriété CSS qui s'appelle le scroll snap, qui va permettre de scroller sur le carousel sans JavaScript pour venir bloquer par exemple les images voilà, au milieu du carousel. Pour avoir vraiment l'effet de voilà, on scroll, ça s'arrête sur une image. Donc on peut faire ça avec un scroll snap. L'avantage aussi c'est que c'est un scroll natif. Donc c'est une des seules choses qui n'est pas sur le main thread. Donc ce sera beaucoup plus performant. Et ensuite, par exemple, si vous avez fait du lazy loading avec JavaScript, on peut maintenant utiliser l'attribut loading, pas sur tous les navigateurs. Mais en tout cas ça permet de remplacer le JavaScript dans certains cas. Et donc lors de l'hydratation, on va pouvoir amener une fonctionnalité supplémentaire. Donc là, hop, j'ai mes petits gifs qui arrivent. Donc ok, donc là on est avant l'hydratation. Donc on peut scroller, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc avant et pendant, donc ça reste fluide, voilà, c'est pas sur le main thread, pas de souci. Et après l'hydratation, donc là on est sur la dernière image, on peut voir, c'est tout petit, vous avez l'indicateur en fait de scroll tout en bas. Donc on voit bien qu'il y a 4 images, mais avant l'hydratation en fait, cet indicateur ne bouge pas, et après il va venir bouger avec le scroll sur les images. Ok, donc là on est plutôt content parce qu'on a fortement amélioré l'expérience utilisateur pour plus de 30% de nos utilisateurs, en fait, pour lesquels la phase d'hydratation sera un peu transparente parce qu'ils viendront interagir directement avec le carousel produit. Ok, alors on va passer donc à un premier pattern parce que là c'est vrai que c'était intéressant, mais ça nous a pas vraiment permis de venir casser cette tâche d'hydratation qui pose problème. Donc c'est l'architecture dite en îlot. Voilà. Maintenant que je le dis, ça sonne quand même vachement mieux en anglais. Mais ça consiste à définir des régions dynamiques sur la page en fait. Vous allez vous le retrouver avec plusieurs arbres React. Donc c'est peut-être déjà le cas sur vos apps si vous utilisez des fragments ou des micro-frontends. Et ce que ça va permettre, c'est de venir les hydrater finalement de manière séparée. Donc la plus grosse problématique là, c'est gérer finalement la séparation des arbres React et l'état partagé. Donc là j'ai un petit exemple, donc vous avez une hydratation avec un header, un content, un footer dans le même composant. Et en fait c'est très simple, ça consiste à, avec un petit set timeout par exemple, à venir hydrater donc, chacun de ces 3 composants de manière séparée. Donc là c'est un import dynamique en fait avec un petit commentaire magique Webpack qui permet en fait de ne pas séparer en fait le JS dans un bundle séparé, mais de le laisser dans les bundles initiaux et de venir l'évaluer de manière lazy. Donc c'est une promesse qui va se résoudre immédiatement, et donc ça va nous permettre de déplacer aussi la phase d'évaluation du code dans la tâche ASAC du site timeout. Donc c'est très intéressant, sinon vous allez vous retrouver avec toute l'évaluation de toutes vos scènes dans cette tâche d'init qui déclenchait cette timeout. C'est pas vraiment ce qu'on veut.
on va faire pareil pour le contenu et pour le footer. Donc on a vu que de toute façon le footer, on va pas se mentir, personne ne le voit. Donc on va faire un import dynamique cette fois-ci qui va générer un JS voilà, à part, et on va venir le charger avec par exemple l'intersection de serveur. Donc dès que l'utilisateur est à moins de 200 pixels du footer, on se dit que éventuellement il peut venir interagir avec, et on va l'hydrater à ce moment-là. Donc ce que ça donne concrètement, voilà, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc on a notre phase d'init, donc celle qui déclenche cette timeout. Ensuite on a notre header, notre content et donc notre footer qui est chargé voilà, avec sa requête réseau dans le cas où l'utilisateur scroll. Ensuite on va passer à hydratation progressive. Donc là c'est du coup au sein d'un même arbre React. Donc on va venir en fait empêcher certains nœuds de s'hydrater complètement, ou alors de les hydrater dans le temps voilà, à la demande. Et on peut aussi charger le JavaScript uniquement quand c'est nécessaire. Donc comment ça marche? Donc j'ai fait un petit helper pour ceux que ça intéresse qui est disponible sur NPM et GitHub. Donc en fait le fonctionnement est très simple, c'est qu'on va faire croire à React que le HTML de ce nœud n'est pas généré par React côté serveur, mais généré par exemple par, ça peut être celui du HTML que vous retourne une API ou autre, voilà, que vous venez insérer dans la page, mais React ne l'a pas généré. Donc du coup il va finalement ignorer le HTML de ce nœud et laisser tranquille, sans venir l'hydrater. Et donc bon, c'est à la forme d'un HOC, vous pouvez appliquer plusieurs patterns. Donc là c'est par exemple, ça va hydrater le composant card donc à l'arrivée dans le viewport, dès que le main thread est libre, voilà, après un délai, donc ça permet un peu d'orchestrer vos composants, peu importe l'ordre d'apparition des composants dans la page. Après un event, donc par exemple le scroll sur le document, c'est utile par exemple pour des composants qui peuvent faire des appels réseau ou autres, vous voulez peut-être les hydrater avant que l'utilisateur arrive dessus. Et on peut combiner plusieurs stratégies. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des imports dynamiques dessus, donc ça va venir charger le JavaScript à la volée avant d'hydrater le composant. Et enfin, évidemment, on peut ne pas hydrater du tout le nœud. Dans ce cas-là, on ne charge pas de JavaScript côté client. Voilà, pour les éléments qui sont complètement statiques, ça peut être utile. Et ça s'utilise ensuite comme un composant normal. Donc côté SSR, on aura lors de la phase d'hydratation, on appliquera donc la stratégie qui a été définie par avant. Et par contre, si c'est un composant uniquement rendu côté client, ça va se rendre comme un composant classique. Voilà, pas d'impact. Et donc en appliquant ce pattern, on va découper notre phase de contenu. Donc là on peut voir que on va l'appliquer sur nos composants hors viewport. Donc on a un carrousel sur lequel on va venir l'hydrater au scroll avec un import dynamique pour économiser le JS sur nos bundles initiaux. Et ensuite on a deux blocs avec un bouton. Donc là on peut venir les hydrater directement à l'arrivée sur le viewport. Parce qu'il y a très peu de JavaScript associé. Donc la phase d'hydratation est très courte. Ok, donc là, on va voir un peu ce que font d'autres sites qui ont mis en place cette stratégie. Donc avec mon helper, parce que ça injecte un petit data attribute dans le DOM et je peux les retrouver comme ça. Donc le bon coin, donc là le bon coin on est près du footer, donc là on a des éléments, donc là on a un élément avec un bouton, donc on vient l'hydrater à la visibilité, et après on a des éléments plutôt SEO, donc avec des liens, donc pas de JavaScript nécessaire. Donc là pour le coup ces éléments ne sont pas hydratés du tout. Tiendeo qui est un site de promo, alors il se propose des catalogues pour les magasins physiques. Donc là ce qu'ils font c'est qu'en fait tous leurs composants hors viewport vont être hydratés à l'entrée dans le DOM sans charger de JavaScript. Voilà, JavaScript sont dans les bundles initiaux parce qu'ils réutilisent beaucoup leurs composants, voilà, c'est des cards avec les catalogues, etc. Et donc tout va être hydraté à l'arrivée dans le viewport pour chaque section de la page. Et on a Postbank, donc là c'est le site d'une banque en ligne. Ils ont un formulaire bancaire qui charge énormément de JavaScript. Donc là ça va être hydraté à l'arrivée dans le viewport et je pense qu'il y a bien 1 mégaoctet de JavaScript ou plus qui est chargé et qu'ils économisent sur leurs bundles initiaux. Parce que voilà, il y a un formulaire de carte bleue, il y a de la vérification, etc. Donc c'est quand même un composant très lourd. Hop. Et là, donc c'est des patterns aussi dont j'ai pas eu le temps d'en parler. Je vais en parler rapidement, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à chercher la documentation.
Donc l'hydratation sélective, c'est nouveau, c'est React 18 qui propose ça. Parce que bon, forcément, voilà, comme on l'a vu, c'était une problématique voilà, que tout le monde rencontrait à un moment au sein du SSR. Donc ce que ça permet de faire, en fait, c'est ça va vous permettre de venir streamer votre HTML. Et en fait, donc côté serveur, vous allez avoir certains composants qui vont être donc délimités par le composant suspense de React 18. Donc ces composants-là ne vont plus être bloquants côté serveur. Donc on va rendre un placeholder. Et côté client, dès qu'ils seront dispo, on va les streamer et on va venir les hydrater à ce moment-là. Je crois aussi que ça peut faire de la repriorisation d'hydratation. C'est-à-dire que si vous venez interagir avec un élément qui n'est pas hydraté, je pense que ça repriorise son hydratation et ça redispatche l'event. Donc c'est super intéressant aussi. Server-side component, donc là c'est un composant qui est rendu uniquement côté serveur. Donc en fait, vous n'avez pas de JS côté client et ça va faire un appel réseau et ça va être rendu et le HTML va être retourné au client. Donc ça c'est super intéressant pour les composants statiques. Et je vous invite aussi à regarder un article si vous voulez en savoir plus sur notre implémentation assez discount de ces stratégies d'hydratation. Voilà, sur le blog Pixis Engineering. Voilà, je vais faire un petit article. Donc il y a des métriques. Voilà, un petit spoil. Sur l'AFP, ça nous a permis de gagner plus de 30% sur le poids des bundles et 40% sur notre max feed. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Donc là, vous trouverez un QR pour accéder au GitHub, donc avec le code dont je vous ai parlé et la présentation bientôt. Je ne l'ai pas encore mise, mais ça devrait arriver. Vous avez le petit QR code pour donner votre feedback sur la présentation. Et voilà, merci beaucoup.